est 18 h, mardi 16 avril. Merci de nous rejoindre sur le plateau d'Accès Direct pour une petite heure d'actu et de rencontres sur 8 Mont-Blanc. Au programme ce soir, ils accompagnent, protègent même comme l'indique leur nom, les entrepreneurs de notre territoire. Sava Mont-Blanc Angels a accompagné près de 80 entreprises en 10 ans. On en parle dans un instant. Les beaux jours approchent et il y a de quoi faire dans vos jardins. Nous entendrons les bons conseils de Hugues de Vries. Il est le porteur de projet permaculture au château de Menton. Ce soir, nous parlons de l'association des plantes. Une bonne idée ensuite, celle de Mélanie Peya. Elle a créé un lieu dédié aux tout-petits du côté de Grésy-sur-Aix. Ça s'appelle Bébé Bulle et compagnie. Et à 18h30, comme chaque jour, on retrouve le JT avec Clémence aux commandes ce soir. Mais avant de passer au titre du JT, forcément ce soir, on va en parler, que ce soit dans Accès Direct ou dans le JT, avec cette image qui a touché la France entière et plus largement, on va le voir, Notre-Dame en feu. Vous voyez là les unes de Libération et du Monde. C'est un patrimoine national qui a été ravagé par les flammes cette nuit. Le bâtiment le plus visité de France, un haut lieu de la chrétienté aussi, 800 ans d'histoire. Les images ont tourné en boucle sur les télévisions, les réseaux sociaux. Vous voyez là une petite sélection des unes du monde entier. Le Brésil, l'Espagne, l'Afrique du Sud, la Grande-Bretagne, les États-Unis et la France évidemment. Et puis pas mal de retours aussi sur la mobilisation, l'engagement des 400 pompiers qui ont été mobilisés toute la nuit à Paris. Je vous rappelle qu'une enquête a été ouverte par le parquet de Paris pour destruction involontaire par incendie. La piste accidentelle est privilégiée, on en reparlera tout à l'heure dans le JT. Et puis ce drame a aussi inspiré les artistes aujourd'hui. On regarde l'illustration de Monsieur Moustache qu'on avait reçu sur le plateau d'Accès Direct il y a quelques semaines. Sur son compte Instagram, il dit « difficile de trouver les bons mots devant ces images ». Il a donc pris la plume avec son style qu'on connaît bien du coup sur 8 Mont-Blanc et qu'on apprécie pour rendre hommage à ce symbole national qui est aussi un haut lieu évidemment de la foi catholique. Je suis au téléphone avec Monseigneur Philippe Ballot, archevêque de Chambéry. Bonsoir. Bonsoir. Alors, quelle a été votre première réaction quand vous avez vu ces images de Notre-Dame de Paris? J'étais à Saint-Jean-de-Maurienne, je venais de terminer la messe chrismale, j'avais autour de moi une soixantaine de prêtres, des diacres, beaucoup de chrétiens, et quand on est sorti de cette cathédrale, les personnes avaient leur téléphone et m'annonçaient cette terrible catastrophe. J'ai même pas cru sur le coup, j'ai dû me vérifier que c'est pas une fausse nouvelle. Et quand ça a été confirmé, grande tristesse pour tout le monde et puis une consternation. Je suppose que vous étiez rendu déjà dans ce haut lieu de la chrétienté. Ah mais bien sûr, plusieurs fois. Oui, on y a célébré. Et puis ce lieu, comme vous l'avez très bien dit, c'est un patrimoine spirituel aussi, où beaucoup de gens se retrouvent. Il y a comme quelque chose de commun et qu'on retrouve et qui a été touché, vraiment blessé. Et j'ai des messages qui me viennent de Centrafrique, vous voyez, d'un pays qui est marqué par beaucoup d'épreuves. Et ben, ils envoient des messages du Burkina Faso, d'Égypte. Des gens que je connais qui me disent combien ils sont très, très, très touchés. Alors dans un communiqué aujourd'hui, vous dites nous participerons tous à la reconstruction de Notre-Dame. Vous invitez aujourd'hui la communauté catholique à vous mobiliser, à se mobiliser pour la reconstruction du bâtiment. Oui, il va y avoir des directives qui vont être données par la conférence des évêques, Monseigneur Pontier, le secrétariat général, qui permettra à ce que l'ensemble des paroisses, des mouvements chrétiens puissent s'associer très concrètement, et on le fait déjà aussi pour nous de notre côté à travers la prière et puis les pensées, puisque c'est quand même un drame qui arrive au début de la semaine sainte, et que le message que nous allons délivrer, c'est quand même à partir du vendredi saint de dire que ce qui peut détruire nos vies, ce qui peut les anéantir, les toucher jusqu'à la mort, n'a pas le dernier mot. Et le matin de Pâques, on dira il y a une force qui est plus forte, et on découvrira ensemble que c'est l'amour qui est entre nous et qui est vécu par les uns les autres. Donc il y a une symbolique très forte qui s'exprime aussi et qui est ressentie par beaucoup. Eh ben, merci beaucoup, Monseigneur, pour cette réaction. Merci.
Merci à vous aussi. Merci. Et on reviendra aussi sur l'incendie tout à l'heure dans le JT. Clémence me rejoint pour un petit rappel des titres. Alors, on s'intéressera notamment au côté collecte dans le JT tout à l'heure. Collecte, oui, absolument. Collecte de fonds. Pourquoi la collecte de fonds? Comment la collecte de fonds? Comment ça se passe, etc. Et tout ça, évidemment, on va en parler. Avec la Fondation du patrimoine. Et puis, dans le reste de l'actualité, on parlera de fromage au lait cru. Oui, là, pour le coup, on fait un grand saut, là. Hein. Effectivement, alors si la question, c'est si le fromage au lait cru était donc banni des écoles, c'est ce que le préfet de Haute-Savoie préconise, surtout pour les enfants de moins de 5 ans. Alors là, les professionnels et les élus s'inquiètent. Ils étaient justement réunis aujourd'hui, ce matin justement, et tu étais avec eux à Mainzier. Et puis on attaque notre série de la semaine. Oui, alors c'est une exposition pas comme les autres. Alors le musée de la Croix-Rouge de Genève vous fait découvrir l'univers de la prison, de la détention plus précisément. Entre les barreaux d'une cellule et devant des photos, comme on peut le voir ici. Le but, c'est de se questionner sur les conditions de détention. Eh ben merci Clémence, on te retrouve tout à l'heure pour une petite revue de presse. On passe à l'actu du jour, comme je vous disais, dans le sommaire, avec Savoie-Mont-Blanc Angels. Bonsoir. Bonsoir. Laurent Javaudin et Alain Michon, Bonsoir. vous êtes respectivement délégué général et adhérent bénévole de Savoie-Mont-Blanc Angels. Alors, en une phrase, l'association a la vocation à protéger, accompagner les entrepreneurs du territoire ? Oui, c'est une association qui fédère et anime des investisseurs qu'on dit de proximité, qui sont impliqués dans la vie de l'entreprise et qui peuvent porter et investir dans des projets, soit de nouvelles entreprises, des start-up, soit des PME dans une deuxième phase, soit même la reprise d'entreprise. Quand on parle d'investissement de proximité, est-ce qu'on parle d'entrepreneurs, disons, avertis, qui ont déjà bien bâti leur structure et qui vont passer un petit peu le relais? De quoi on parle précisément quand on parle d'investissement de proximité? Forcément, on parle d'ultra local. Nos adhérents, effectivement, beaucoup ont un parcours d'entrepreneur, donc au-delà de leur capacité à investir, ils ont surtout une capacité à accompagner. Donc à pouvoir en fait aider les jeunes entrepreneurs à baliser le chemin. Les plus anciens des adhérents aiment dire que quand l'entreprise est plus loin qu'1 heure de voiture, c'est pas très intéressant parce qu'ils veulent vraiment voir les gens en face, ils veulent pouvoir les voir régulièrement. Donc c'est pas juste un investissement, c'est vraiment un accompagnement sur des années en fait. Les investisseurs restent au capital de ces entreprises vraiment sur le long cours. On parle vraiment là, c'est une association, on parle de bénévoles, vous êtes adhérent bénévole. Ça veut dire qu'il y a un vrai engagement, une vraie implication de chacun. Faut croire au dispositif. Oui, on parle d'investissement citoyen et on dit s'engager, s'investir et investir. C'est très important. En fait, quand il s'agit d'argent, c'est d'abord un groupe humain, avec sa dynamique, son écosystème, et qui compte énormément, puisque c'est un regroupement de bonne volonté de la part de gens qui ont exercé des fonctions ou exercent encore des fonctions dans les entreprises, et qui apportent leur expertise à des créateurs. Alors ça fait 10 ans que ça dure, 14 millions d'euros d'investis depuis 2008. Est-ce qu'on peut donner peut-être quelques exemples? À quoi ils ont servi, ces 14 millions d'euros? Ils ont servi donc à mettre le pied à l'étrier à plus de 90 entrepreneurs de Savoie et de Haute-Savoie dans tous les domaines. On est spécifique géographiquement, du coup après on peut travailler sur des startups du digital, on peut travailler sur des boîtes qui sont dans ce qu'on appelle les clean tech, travailler sur aussi même l'économie sociale et solidaire. Il y a des entreprises d'insertion qui ont été accompagnées par nos adhérents. Même des médias locaux ont été soutenus en leur temps. Voilà, donc on touche à tout avec plaisir. C'est ce qui fait le charme de l'association, c'est de pouvoir découvrir plein de secteurs et accompagner ces entrepreneurs-là dans leur travail. Vous êtes, on l'a dit, adhérent bénévole. Qu'est-ce qui vous avez parlé de s'investir et d'investir. Vous, pourquoi vous avez voulu vous investir? Étant un récent ex-chef d'entreprise, on a une certaine expérience sur laquelle on a pu capitaliser dans la mesure de nos moyens. On a envie de transmettre à ces gens-là
les éléments qui peuvent être des éléments de succès, qui leur permettront de mieux réussir. Puis souvent, les jeunes créateurs d'entreprises, mais d'autres, se sentent seuls. Donc on leur apporte aussi un environnement humain. Et le facteur humain est important. Il n'y a pas que l'investissement financier, il y a tout l'accompagnement humain autour de ces gens-là, avec les marges de progression qu'ils peuvent avoir en termes de relations, par exemple, de pilotage d'équipe, de comportement, tout simplement. Ce que vous apportez, une structure publique, par exemple, parce qu'il y a pas mal de structures, de réseaux autour du monde de l'entreprise, c'est très différent. C'est-à-dire que c'est un vrai plus, il y a une vraie valeur ajoutée. En fait, on est tout seul sur le créneau qu'on occupe et on travaille vraiment en synergie avec les autres structures, les autres organismes. Chacun a un petit peu son rôle à jouer. Il y a des structures qui donnent des prêts d'honneur au tout démarrage, puis ensuite l'entreprise, elle accélère. Et il y a un moment, pour financer son développement, c'est pertinent d'ouvrir son capital à des partenaires locaux qui peuvent faire cet accompagnement. Ça, on est les seuls à le fournir. Et puis, on a toute une boîte à outils. On garantit la méthodologie, la déontologie de ces levées de fonds, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Donc, on a aussi accès à une plateforme de crowdfunding régionale. Donc, tout investisseur citoyen, même à Lyon, peut venir aider les entreprises de Savoie. Et puis, on va avoir bientôt un fonds d'investissement qui permettra d'être très réactif pour accompagner les PME de croissance de Savoie et Haute-Savoie, celles qui se disent, avec 150, 200 000 euros de plus, je pourrais faire des miracles. Et on vient mettre un petit peu d'essence dans le moteur. Voilà. Comment, en termes de dynamique, puisque ça fait 10 ans que ça dure, comment vous sentez la dynamique économique là sur le territoire c'est au cours des derniers mois? On n'arrête pas d'avoir des candidats, donc c'est le bon signe. L'association reçoit plus de 100 dossiers par an. On arrive à en financer une quinzaine. Donc il y a toujours, on a la chance d'avoir un territoire très dynamique. Beaucoup de pôles de compétitivité, beaucoup de pépinières, d'incubateurs, d'accélérateurs. Donc il y a tout un foisonnement. Donc en fait, l'économie de demain, elle est en train de se construire aujourd'hui. Et nous, on est à côté de ces électrons qui poussent pour leur fournir le financement qui leur permettra de franchir les prochaines étapes. Comment vous les choisissez, une quinzaine sur 100 Vous, par exemple, qu'est-ce qui va vous titiller? Il y a des critères objectifs avec des tableaux qui sont remplis. Il y a toute une procédure bien précise. Mais il y a aussi la première impression et puis le ressenti qu'on peut avoir avec un petit peu de recul et d'expérience, sans jugement, parce qu'on peut aussi se tromper. Donc, c'est collégial. Donc, on débat beaucoup entre nous des opinions respectives. Et puis ensuite, ça se prend une décision, je dirais, majoritaire. Voilà. J'ajouterais qu'on se choisit réciproquement, c'est-à-dire que les entrepreneurs peuvent aussi se faire une idée du collectif auquel ils vont avoir accès et décider que c'est une relation qui les enrichit, qui est fructueuse dans leur propre cheminement d'entrepreneur. Et certains disent finalement je vais essayer de faire autrement et d'autres foncent dans cette aventure-là et on est content de faire le chemin ensemble. Comment on fait appel à vous, si on a une idée? Vraiment, c'est très simple. On a un site internet, savoie-bon-blanc-angels.com. Toute la procédure est expliquée dessus. Et j'ai un jeune collègue, Quentin Arbonnier, qui se charge toujours d'accueillir tous les porteurs de projets avec le sourire et de comprendre le niveau de maturité de leur entreprise. Et ça nous permet de les canaliser sur le bon chemin dans le montage de leur tour de table. Et toute dernière question, un prochain rendez-vous si on veut vous rencontrer? Alors, on a un rendez-vous par mois, ce sont nos plénières. La prochaine est le 16 mai à Annecy, à la pépinière Galiléo, à partir de 18h. Et puis tout le reste du temps, on accueille les bonnes volontés, les gens qui veulent devenir adhérents. Et on accueille aussi les entrepreneurs, évidemment, tout au long des jours, des mois et des années, pour les aider dans la croissance de leur entreprise innovante. Et ça va durer un moment, parce que là, on n'a pas le temps d'en parler, mais vous êtes fixé, vous êtes à l'horizon 2030, donc pas mal de projets. Donc il ne faut pas hésiter, que ce soit adhérent ou jeune entrepreneur,
à passer la porte. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le Merci plateau pour votre d'Accès accueil. Direct. À Merci. bientôt. Au revoir. On va changer d'univers maintenant, quoique, parce que je crois qu'il reçoit régulièrement des chefs d'entreprise. Pour parler jardinage, je reçois Hugues de Vrias. Il porte le projet Permaculture mis en place depuis plusieurs mois au château de Menton. Bonsoir. Alors vous êtes un habitué, vous venez régulièrement nous donner vos bons conseils. Alors donc, ouais, je le disais, on change d'univers, quoique, parce que le monde de l'entreprise est le bienvenu au potager du château de Menton. Ça fait partie du projet que vous portez. Tout à fait. Donc, bon, il y a culture, fruits et légumes et plantes médicinales. Il y a des visites guidées organisées autour de la permaculture et surtout l'organisation de séminaires de mise au vert pour les entreprises. Donc là, il y a 15 jours, on avait la société Fusalb. Ils sont venus à 50 et c'était une expérience extraordinaire. Ils vont revenir. Donc effectivement, c'est au cœur des propositions du potager du château de Menton, parce que finalement, la permaculture, c'est un principe qui est transversal à pas mal d'écosystèmes, et notamment, dès lors que c'est un écosystème d'êtres vivants, l'entreprise, ça fonctionne. Alors ce soir, on va s'intéresser à l'association des plantes. C'est l'un des piliers, des principes fondateurs, si je puis dire, de la permaculture, qui veut se rapprocher le plus possible de la nature, où on retrouve de tout finalement. Absolument, exactement. Donc là, on va prôner la biodiversité. Donc là aussi, ça fait écho à d'autres mondes, hein, d'autres écosystèmes, par rapport à la monoculture. Hein. Donc la permaculture, on va vraiment être dans des synergies positives. Alors, effectivement, ce soir, je vais vous parler d'associations de légumes. Il faut savoir qu'il y a des études scientifiques qui ont été menées, qui ont prouvé que le fait de mélanger 3 variétés de légumes différentes sur une même planche de culture, une même surface de culture, pouvait multiplier la productivité par 2. Donc, bon, c'est quand même assez impressionnant. Donc, il y a pas mal de vertus et de bénéfices à pratiquer ces associations-là. La première qui est évidente, c'est l'occupation de l'espace. Dès lors qu'on occupe l'espace avec des plantes hautes, des plantes à croissance moyenne et des plantes couvre-sol, déjà on a une densification qui est intéressante. Si on a un petit espace par exemple, ça s'y prête très bien. Exactement. Et puis d'un autre côté, si on prend un peu de recul et on regarde notre planète, la population mondiale est en train d'augmenter drastiquement. En quelques décennies, là, on arrive à une population mondiale qui s'accroît énormément. Et la surface cultivable diminue à l'avenant. Hein. Donc l'enjeu de densification de la production de biens de bouche, hein, de légumes, ça va être une vraie question, un vrai enjeu de demain. Donc, ces notions monoculture par rapport à densification en mélangeant les genres, ça va se poser. C'est cohérent. Et du coup, qu'est-ce qu'une bonne association? On est forcément sur 3 Non, pas forcément. Non. Alors, il y a plein de types d'associations différentes. Hein. Il y a, par exemple, créer un microclimat. Donc, si vous associez, je vais prendre un exemple, un plant de tomates avec des laitues, les laitues aiment bien des univers relativement ombragés, la tomate va protéger la laitue. Donc voilà, on crée un microclimat en fait, hein, où des plantes qui vont grandir et se développer en hauteur, elles vont créer une haie coupe-vent pour des couvre-sols qui sont plutôt fragiles. Donc c'est ce genre de synergie qu'on va chercher. Il y a aussi des associations biologiques, typiquement, pour prendre un exemple, le basilic qui va protéger la tomate, l'aubergine ou le poivron de certaines maladies. Donc c'est intéressant de les mettre ensemble. On a aussi des associations physiques, un pied de haricot qui va grimper le long d'un maïs. Donc le maïs lui offre un support et le haricot va va offrir un apport d'azote au maïs. Donc il y a une belle synergie aussi. Il y a certaines mutualisations de plantes qui font que les nuisibles de chaque plante en association sont écartés. Il y a un très beau binôme, c'est le poireau et la carotte. Le poireau éloigne la mouche de la carotte, qui est un des nuisibles de la carotte, et la carotte éloigne la teigne du poireau, qui est un des nuisibles du poireau. Donc associez les deux et vous allez avoir un binôme gagnant. Alors là, vous avez donné plusieurs exemples. Pour vous, l'association à faire, quelqu'un qui commence, un exemple concret d'association? On peut, ça dépend ce qu'on poursuit, mais bon, si on veut produire et pas être embêté ni par des maladies ni par des nuisibles,
Et puis surtout avoir une occupation spatiale et temporelle idéale. J'entends par là typiquement l'occupation temporelle, pour détailler, hein. Si vous semez en même temps des radis et des carottes, c'est deux légumes qui ont un développement très différent en termes de temps. Le radis, on a des radis de 18 jours, hein, on va dire un mois, et la carotte met beaucoup plus de temps à se développer. Le fait que le radis se développe vite, ça va occuper la planche de culture, donc ça va protéger, ça va empêcher la germination des adventices, les fameuses mauvaises herbes. Ça va éviter l'érosion des sols par la pluie et par le soleil, donc protégeant ainsi les plants de carottes. Et dès lors qu'on va arracher, on va cueillir, récolter les radis, on va aérer le sol et libérer de l'espace pour la carotte, qui va d'un seul coup se développer. Et ça a été mesuré scientifiquement, on appelle ça la croissance compensatrice. En fait, il semblerait que les légumes se donnent la priorité, se font des politesses en quelque sorte. C'est-à-dire que la carotte va attendre que le radis soit à maturité pour démarrer sa croissance. Et dès lors qu'il sera parti, la croissance décolle, c'est pas du tout linéaire tout ça. Donc il y a une espèce de relation de priorité entre les espèces. Ça a été mesuré. Donc typiquement, ce type d'association fonctionne très bien. Est-ce qu'il y a une association qui ne marche pas du tout? Ah si, oui, il y a des choses qui ne se oui, font pas. Ah oui, il faut faire attention quand même. Tout à fait. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Sur Internet, on trouve pas mal d'informations là-dessus. Il y a des légumes qui se détestent, hein. Typiquement, il y a un légume qui est assez difficile à associer, c'est le fenouil. C'est vrai qu'il a une odeur très forte, les racines sentent... et quand on sent la terre autour du fenouil, ça sent le fenouil. Donc ce dégagement d'odeur, vraisemblablement, ne plaît pas à pas mal de légumes. Il vaut mieux le laisser dans son coin. Dans son coin, on peut l'associer avec du céleri ou des choses comme ça, mais c'est pas très tolérant, disons. Une petite dernière question. On va prendre des nouvelles de chez vous, du beau jardin du château de Menton, du beau potager. Comment ça va? Ça se passe bien, c'est en train de sortir de terre. On est très actifs parce qu'on est en train de faire tous les semis, préparer les plants. Donc c'est beaucoup d'activités. On a eu donc un séminaire avec la société Fusalp il y a une quinzaine de jours, comme je le disais. On prépare d'autres séminaires avec des entreprises. Et puis on va entamer à partir de demain soir un cycle de conférences sur le développement durable et l'environnement qui commence par la permaculture, d'où ce côté, la permaculture, c'est assez transversal, hein. Je parlais de biodiversité face à la monoculture. C'est un concept qui se transpose dans d'autres écosystèmes. Donc, naturellement, on commence ce cycle de développement durable par la permaculture. Ça va se poursuivre, il y a 6 conférences au total. Ça va se poursuivre par la vigne en biodynamie, l'apiculture, le cycle de l'eau, les plantes médicinales. Et on va conclure par le développement durable au sein de l'entreprise avec Joël Tronchon, directeur du développement durable du groupe SEB. Donc on a un programme bien dense. Bien dense, et on trouve tout ça sur le site du château. Et donc demain, 17 avril, à 20h. À 20h. À 20h. Et j'anime cette conférence. Et comme ça, vous saurez tout sur la permaculture et vous pourrez rencontrer Hugues. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. À bientôt. Et à bientôt. Merci. Clémence va me rejoindre pour une toute petite revue de presse. Et on va voir que les habitudes vont changer pour les amateurs. Alors, on n'a pas des burgers américains. Oui, puisque pour ne pas citer la marque. Effectivement. Alors, pour le coup, je vais la citer, hein, pour le coup. Alors, les ONG et les nouvelles règles européennes n'y sont pas pour rien. J'ai piqué cet article qui s'affiche, voilà, juste là, sur le site du Progrès. Alors, les groupes McDo et Euro Disney devraient normalement se passer de paille en plastique à usage unique, que l'on sait donc ô combien polluante. Dès ce jeudi, le parc d'attractions Euro Disney remplacera les pailles en plastique par des pailles en papier 100% biodégradables. C'est plutôt cool, mais il y a quand même un petit hic là-dedans, c'est que ces pailles ne seront distribuées qu'à la demande des visiteurs. Donc il faudra penser à demander sa paille biodégradable. Il faut encore qu'elle soit recyclée pour être moins polluante. Et biodégradable, ça ne veut pas dire si je la jette dans la nature, je peux avoir la confiance tranquille non plus, ça, il ne faut pas l'oublier. Le parc va aussi bannir les sacs en plastique et les remplacera à partir du mois de juin. Et remplacera aussi les flacons de shampoing dans les hôtels par des grosses bonbonnes qui vont tout simplement re-remplir à chaque fois. Ça part d'une bonne intention. Pour McDo, lui, il supprimera dès octobre les pailles et les couvercles en plastique. Alors l'enseigne, là, pour le coup, promet de faire disparaître 60% du plastique de ses emballages
On attend de voir. Alors pourquoi est-ce que tout ça c'est important? Parce qu'en 2030, il y aura 41% en plus de déchets en plastique. En 2016, pour donner juste un chiffre par exemple, plus de 310 millions de tonnes de déchets plastiques ont été générés et c'est environ un tiers qui se retrouve à chaque fois dans la nature. Il y a des conséquences évidemment pour les animaux, pour nous et aussi pour nous par rapport à l'alimentation puisque le plastique passe aussi dans notre alimentation. Enfin bref, McDo et Euro Disney, ils sont sympas de diminuer le plastique, ça part d'une très très bonne intention, mais en même temps, ils y sont un petit peu obligés puisque de plus en plus, les normes européennes appellent à ça. À Nairobi, mi-mars, 170 pays ont signé un traité en faveur d'un engagement à réduire significativement le plastique à usage unique d'ici 2030. C'est une bonne nouvelle, la route elle est encore longue et il faut tous en fait qu'on fasse des efforts concernant notre consommation pour aussi réduire le plastique. Et il y a aussi les pailles en inox ou en bambou pour la maison. Ou en bambou, voilà. Exactement. Top pour ta revue de presse, alors de la mode rétro un peu. Voilà, mais en fait c'est pour s'en débarrasser. En fait c'est le musée Savoisien qui est en pleine rénovation, qui rouvrira en 2020, qui est en train de retravailler sur ses futures expositions, etc. Et donc pour son futur parcours de visite, il recherche des tenues vintage ou d'aujourd'hui, des vêtements de montagne, donc des tenues complètes. Donc si vous avez ça dans vos placards, si Clémence tu as ça et que tu souhaites t'en débarrasser, vous pouvez contacter le musée, alors ou par téléphone 04 56 42 43 43. On va vous mettre tout ça sur le live Facebook ou à muséesavoisien@savoie.fr. Voilà, comme ça après ça sera exposé, ça fera partie des expositions au musée Savoisien, donc plutôt sympa. Et c'était un tweet de Savoie Mont Blanc Tourisme. Il y a pas mal de couleurs en tout cas. Voilà. Ah bah ça c'est plutôt cool. Les années 70-80 je pense là. Elles sont passées par là, oui. Merci Clémence, à tout à l'heure pour le rappel des titres. On termine avec une initiative qui va intéresser les jeunes parents du côté d'Aix-les-Bains maintenant. Je reçois Mélanie Peya, bonsoir. Alors vous avez ouvert, c'est tout récent, fin mars, du côté de Grésy-sur-Aix, un nouveau lieu qui devrait plaire aux familles, ça s'appelle Bébé Bulle et compagnie. L'idée, elle est née comment ? De formation, je suis éducatrice de jeunes enfants. J'ai fait pas mal d'expériences en crèche, en structure collective. Et en fait, quand j'ai appris ma grossesse pour mon fils, je savais pour moi que la collectivité c'était terminé. Et j'avais envie de créer un lieu où les gens pouvaient se retrouver. Quand on est maman, on se sent un petit peu seul. Quand on a envie de garder son bébé avec soi, voilà, on n'ose pas forcément aller sortir dans un café. C'est pas évident, les choses sont pas forcément adaptées. Donc j'avais vraiment envie de créer un lieu où les mamans se sentent à l'aise, où les enfants puissent jouer assez librement, où tout est adapté du coup, que ce soit pour les jeunes mamans ou pour l'enfant, voilà, avec des chaises de haut, des tables allongées dans les WC, voilà, tout pour l'enfant et pour la famille. Alors, qu'est-ce qui s'y passe parce que quand on va voir sur la page Facebook, il se passe plein de choses, plein de rendez-vous. Qu'est-ce qui se passe dans votre café ? Alors, au sein du café parent, donc vous pouvez venir déguster un thé, une pâtisserie, comme dans un café classique. Votre enfant peut jouer du coup dans l'espace de jeu adapté. Il y a des ateliers du coup de proposer quasiment quotidiennement, donc de la sophrologie, de la méditation, de la Zumba maman-bébé, de l'éveil à l'anglais, des ateliers contes, des ateliers manuels. C'est moi ou des intervenantes du coup qui proposent les ateliers. Les ateliers sont sur inscription. Tout le planning est mis au fur et à mesure sur la page Facebook. Donc voilà pour le côté atelier et puis le côté spa. Donc un temps de... Oui, ça c'est quelque chose d'assez original. Oui. Spa pour bébé, si j'ai bien compris. Alors il n'y en a pas beaucoup en France. Donc c'est une pièce dédiée pour le bébé et ses parents, pour un temps de bain et un accompagnement au massage si le parent le souhaite. Donc il y a 2 baignoires, une petite baignoire pour les enfants de 2 semaines et demie à 3 mois et puis une baignoire un petit peu plus grande jusqu'à 18 mois. Voilà, donc là on a les images d'un bébé. Voilà, donc c'est des baignoires qui sont à bulles, qui sont spécialement conçues pour l'enfant. Donc c'est pas des jets comme on peut avoir nous sur une baignoire ou quand on va en spa pour adultes. Voilà, offrir aux parents un moment de détente avec son enfant, un moment de bien-être, de pause un petit peu dans toute la course qu'on peut avoir au quotidien. Alors je l'ai dit, ça a commencé fin mars. Pour le moment, comment ça se passe ? Les familles vous font un bon accueil ? Oui, c'est chouette, les retours sont super positifs, c'est super agréable de se rendre compte qu'on vient combler un petit peu un manque, un vide. C'est vrai que c'est une structure qui n'existait pas sous ce format, en tout cas sur le bassin aixois.
Donc voilà, quand on fait la cuisine pour les gens et que les gens nous disent que les gâteaux sont bons, que les produits sont bien choisis, voilà, c'est valorisant pour moi et valorisant pour les personnes chez qui je me fournis. Donc c'est plutôt chouette. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là pour la suite? Eh bien, que les choses évoluent, que les ateliers se fassent et se poursuivent dans le temps, et puis pourquoi pas aller répondre à un besoin ailleurs dans l'avenir. Et une belle inauguration, parce qu'elle aura lieu bientôt, enfin j'allais dire bientôt, ouais, le 4 mai. C'est ça, exactement, à partir de 9 h. Donc un petit peu sous forme d'une porte ouverte, où les familles pourront participer à des ateliers voilà, qui sont proposés au Café Parents régulièrement. Donc un petit peu de méditation, un petit peu de langage des signes, voilà, avec un monsieur qui viendra faire des sculptures sur ballon, voilà. Petit coin restauration. De tout pour les petits et les grands. Exactement, ouais, voilà. Et donc, je rappelle qu'on trouve pas mal d'infos, le programme, etc. sur la page Facebook, Bébé Bulle et compagnie. Oui. Merci beaucoup, Merci Mélanie. à vous. Merci d'être venue. Clémence va me rejoindre pour un petit rappel des titres. Et je l'ai surprise, j'ai été trop rapide. Je suis là. Le préfet de Haute-Savoie. Et voilà, et je ne l'ai pas du tout écrit en plus, donc. Laisse-toi guider, Fanette. Le préfet de Haute-Savoie. Voilà, le préfet de Haute-Savoie. Qui préconise d'interdire le fromage au lait cru, plus précisément pour les enfants de moins de 5 ans. Alors les élus et les professionnels s'inquiètent. On va voir ça dans le JT. Et puis la série de la semaine. La série de la semaine, elle est consacrée à l'univers carcéral vraiment dans sa globalité. Et là, c'est le musée à Genève qui propose une exposition un petit peu particulière sur cette thématique. Le but, c'est de se poser un petit peu des questions sur l'univers carcéral et les conditions de détention. Et on reviendra évidemment aussi sur la mobilisation autour de l'incendie de Notre-Dame avec la Fondation du patrimoine. A tout de suite, Clémence, pour le JT. A tout de suite, juste après une petite page de pub.